Bonsoir à tous, votre journal hebdomadaire Cap l'Info, c'est maintenant. Voici les titres. Comment participer à la politique régionale en tant que jeune citoyen réunionnais ? Réponse dans ce journal où nous aborde le lancement du Conseil régional des jeunes avec Amandine Ramaille, vice-présidente en charge de la démocratie participative. Quels gestes adopter pour mieux traiter les déchets de nos cantines scolaires ? Expérimentation en cours à l'initiative de la région dans un lycée de l'Ouest. Une fierté pour les footballeuses de la FC Saint-Pauloise qualifiées en Coupe de France nous revient sur notre victoire et notre première impression à l'issue de ce match. Et enfin, les journées européennes du patrimoine auront lieu ce week-end. On en consacre une rubrique spéciale pour l'occasion. Nous serons avec Erika Landroy, chargée de mission patrimoine culturel. Grande nouveauté, la région y lance officiellement le Conseil régional des jeunes, un groupement inédit de 45 membres de 16 à 29 ans qui souhaitent mettre la main ensemble pour agir, contribuer et co-construire l'avenir du territoire réunionnais en faisant entendre leur voix. Les inscriptions pour recruter les futurs conseillers sont d'ores et déjà ouvertes, mais alors comment faire pour y prétendre ? Plus d'explications dans ce reportage signé Cap l'Info. Le Conseil régional des jeunes est officiellement lancé, un projet ambitieux pour la présidente Huguette Bello qui souhaite depuis son arrivée aux responsabilités construire l'avenir de la cité avec celles et ceux qui la composent. En lançant le Conseil régional des jeunes, nous poursuivons cette quête de l'équilibre du vivre ensemble où chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais doit pouvoir trouver son espérance, sa place. C'est un défi politique, c'est aussi un défi moral. Le Conseil régional des jeunes sera donc composé de jeunes de 16 à 29 ans de tout horizon. Lycéens, étudiants, apprentis, salariés, demandeurs d'emploi ou en situation de handicap. Durée du mandat, 1 an, renouvelable dans la limite de 3 ans. La collectivité s'engage à travailler de concert avec les jeunes pour faire avancer leurs sujets, leurs propositions et leurs préoccupations aussi. Sur le site de la région, vous avez un onglet où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi mettre votre CV, vous pouvez mettre aussi votre lettre de motivation, voire même une petite vidéo de présentation. Nous sommes là, donc les services, pour réceptionner vos demandes. Et le travail va démarrer le 18 octobre par la première assemblée plénière de ce Conseil régional des jeunes. Cette instance de la démocratie participative est présentée comme un nouvel outil pour mieux écouter, comprendre et intégrer les aspirations de la jeunesse dans les grandes politiques publiques et ainsi élaborer des propositions concrètes. Nous veut ouvrir, nous veut donner accès, nous veut informer et que nous veut que Bana il prend aussi cette responsabilité en tant que jeune. Donc ouvrir le conseil régional que un lieu où la démocratie est roi aux jeunes, c'est donner aux autres l'aspect politique au sens le plus noble, c'est-à-dire penser pour la cité, penser pour les autres cités, penser pour la Réunion. À terme, le Conseil régional des jeunes sera composé de 45 membres. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 6 octobre 2025. Mettre la jeunesse au cœur des politiques publiques, en faire des acteurs et des citoyens responsables de la Réunion de demain, un message fort envoyé par la région à une génération décrite comme talentueuse, ambitieuse et porteuse d'avenir. Parlons de ce Conseil régional des jeunes avec Amandine Ramaille, vice-présidente en charge de la démocratie participative. Bonsoir. Bonsoir. Madame Ramaille, pourquoi la région a-t-elle décidé de créer ce Conseil régional des jeunes ? J'aimerais déjà commencer par une citation, celle de Gandhi, qui dit que la jeunesse est le reflet de l'avenir. C'est à travers elle que peut se produire le changement. Et en créole, bien souvent, on nous dit les jeunes nous causent de ces jeunes-là, mais sans les jeunes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de leur donner une place importante en termes de décision, en termes de débat, en termes d'idées, en fait. Voilà, pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent vraiment faire cette expérience de la démocratie, puissent véritablement aussi être acteurs de leur avenir, parce que les décisions qui se prendront aujourd'hui vont déterminer leur avenir. Donc nous avons besoin d'eux autres comme partenaires, comme acteurs, mais aussi comme ambassadeurs aussi de autres générations. Alors concrètement, comment la région va-t-elle faire pour mettre en action les propositions formulées par ces jeunes conseillers ? Alors, il y aura des débats, il y aura des propositions sur lesquelles on va leur demander de donner leur avis, ou bien aussi des propositions qu'eux-mêmes vont faire émaner de ce CRJ. Et sur cette base-là, s'il y a des idées, il y a des projets qui peuvent émaner de cela, on va faire
une première analyse, une analyse technique, on va dire, pour pouvoir voir est-ce que ce projet-là ou cette proposition, elle est faisable en termes juridiques, en termes financiers, mais aussi est-ce que ça fait partie des compétences de la région. À ce moment-là, si toutes les cases sont cochées, on fait remonter cette proposition auprès des élus et les élus vont en débattre pour pouvoir mettre en œuvre ces propositions. En quoi il est important d'impliquer cette jeunesse réunionnaise au cœur des enjeux régionaux qui les concernent ? C'est très important. Pourquoi ? Tout simplement parce que les jeunes, ils font partie quand même de la population réunionnaise. Ils ont leur voix à apporter. Bien sûr, c'est 19% de notre population qui est âgée entre 15 ans et 30 ans. Donc, ce n'est pas négligeable. On ne peut pas continuer à avancer sans prendre en considération la parole de cette jeunesse réunionnaise. À côté de ça, on est aussi le 3e département de France à être le plus jeune, après Mayotte et la Guyane. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse ? C'est une force. C'est une puissance pour nous, Réunionnais, Réunionnaises, et il faut s'en servir justement pour pouvoir valoriser leurs capacités, leurs compétences, pour qu'ils puissent aussi, eux, se dire j'ai envie aussi de me mettre au service de mon pays parce qu'on a besoin de moi. Et aussi, qu'est-ce que je vais laisser pour les générations futures ? Aujourd'hui, la région a des grands enjeux, que ce soit sur le plan de l'aménagement, que ce soit sur le plan du changement climatique, sur le plan de la formation, trouver aussi des nouveaux métiers qui soient innovants. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on accompagne cette jeunesse pour monter en compétences. Et c'est aussi un moyen de leur dire qu'on croit aussi en eux finalement. Tout à fait. Il y a une perte de confiance déjà aux politiques, au sein des institutions. Donc il faut qu'on ramène justement cette confiance et qu'on dise à ces jeunes, si nous offre à Zot justement cet espace d'échange, de débat et de proposition, c'est parce que nous fait confiance en Zot capacité, parce que Zot est capable. Et trop souvent, on a tendance à stigmatiser le jeune réunionnais parce que, en général, le jeune n'a pas d'expérience. Donc, c'est aussi leur donner aussi cette chance de se faire une expérience. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Madame Ramaille. Je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge de la démocratie participative pour la région Réunion. On espère en tout cas que ce Conseil régional des jeunes recevra plein de candidatures et surtout qu'il sera force de proposition dans les futures décisions régionales. Merci beaucoup à vous. Cette semaine, partout en Europe, des initiatives en faveur du développement durable les mis en avant. Ici, sur notre île, la région a choisi d'expérimenter un projet pour mieux gérer les déchets issus de nos cantines scolaires. Réduire le gaspillage, valoriser ce qui peut l'être et sensibiliser les plus jeunes à de nouveaux réflexes. Depuis la rentrée 2025, c'est au lycée Jean Inglot du Port que ces actions sont mises en place. Une démarche qui pourrait demain inspirer d'autres établissements. Reportage. Le service du midi est une organisation bien pensée et les élèves ont d'ores et déjà leur routine bien en place. Chaque plateau est trié préalablement par leurs soins avant que les agents prennent le relais. Objectif, remplir ces bioseaux des déchets alimentaires. Voilà tout ce qui est récupéré. Ça, c'est le service d'hier soir. Pour 100 élèves qui ont mangé, voilà les déchets qu'on a. Depuis cette rentrée scolaire, une expérimentation a lieu au lycée Jean Inglot qui a été doté d'un tout nouveau système pour permettre une gestion plus efficace du traitement des déchets alimentaires. C'est bien, c'est de dire moins de poubelles, réduction des déchets, et pour l'environnement, ça peut servir du compostage. Mais avant que cette machine arrive ici, les déchets étaient mis directement dans le compost. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes. Le problème, les eaux, ça ne se dégradait pas. Je veux dire, ça prenait du temps pour. Donc maintenant, cette machine-là, voilà, ça va plus vite. Depuis l'approbation du PRPGD, Plan régional de prévention et de gestion des déchets par l'Assemblée plénière en juin 2024, la région s'est engagée afin de proposer des solutions à cette gestion des déchets dans nos 45 établissements. Et cette expérimentation en est bel et bien la preuve. Et donc l'idée avec ce déshydrateur, c'est de limiter le nombre d'actions des agents en diminuant de 80% le volume des biodéchets produits. Et dans ce lycée, il y a une vraie dynamique pour la partie gestion des biodéchets. Devenir acteur du développement durable, c'est toute la volonté de la région. Le but, c'est que
nous montre un peu la voie. Nous est là aussi en tant qu'animateur du plan de prévention, déployer, multiplier ce genre d'initiatives sur l'ensemble de la Réunion. La collectivité se donne 24 mois d'expérimentation pour poser un diagnostic et ainsi proposer une mise en pratique harmonieuse dans nos établissements. Vous vous en souvenez sûrement. Après le passage du cyclone Garance en début d'année, notre réseau électrique avait été durement touché, laissant des milliers de foyers sans alimentation pendant plusieurs semaines. Un manque de professionnels avait alors été pointé du doigt. C'est en ce sens que la région Réunion, avec EDF et ses partenaires, ont inauguré les écoles des réseaux pour la transition énergétique au lycée Roland-Garros du Tampon. Objectif, préparer la jeunesse réunionnaise aux métiers d'avenir et répondre aux besoins de qualification du territoire. Nos équipes étaient sur place. Un plateau technique flambant neuf, véritable maquette grandeur nature des installations électriques, câbles, compteurs, réseaux aériens et souterrains. Ici se prépare déjà la jeunesse réunionnaise aux métiers d'avenir. Et on va avoir une simulation de réseau aérien, une simulation de réseau résidentiel et une simulation de réseau donc dans les immeubles. Ce sont des métiers qui sont souvent invisibles. Ce que vous avez dans une colonne montante, c'est fermé par une porte et c'est fermé à clé. C'est rendre ça accessible pour qu'on puisse avoir la connaissance vraiment de ces types de réseaux pour pouvoir susciter des vocations chez les jeunes. La région Réunion a inauguré les écoles des réseaux pour la transition énergétique, un dispositif innovant porté avec EDF, l'Académie de la Réunion et plusieurs entreprises locales du secteur électrique. L'ambition est claire, former les jeunes dans des filières porteuses, renforcer leur employabilité grâce au mentorat, au stage et à l'apprentissage, mais aussi doter les établissements de plateaux techniques modernes et adaptés aux besoins des entreprises. Ce partenariat public-privé est innovant. C'est la première fois qu'on signe une convention de cette ampleur et qui va avoir des répercussions sur la formation et l'insertion de nos jeunes. 60 jeunes au total. L'alliance vertueuse entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. C'est un partenariat gagnant-gagnant. 4 lycées partenaires bénéficieront de ce programme. Chaque année, une dizaine d'entreprises s'engagent à ouvrir près de 60 places de stage pour les élèves de Bac Pro et de BTS. Transition énergétique, l'adaptation des réseaux au changement climatique va nécessiter beaucoup de travaux sur les réseaux pour les moderniser. Et donc on a besoin des compétences dans nos entreprises, au sein d'EDF, mais aussi au sein des 9 entreprises partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de cette convention, pour être au rendez-vous de ces chantiers dans les années qui viennent. Avec les écoles des réseaux, la Réunion franchit une nouvelle étape pour devenir un territoire pilote en matière de transition énergétique et d'innovation, en plaçant sa jeunesse au cœur de son développement durable. Ça y est, après 2 ans de travaux, nous peut de nouveau profiter pleinement du port de Sainte-Marie que l'a été récemment inauguré. Avec une plus grande capacité d'accueil, passant de 180 à 337 places pour les bateaux, ou encore de nouveaux restaurants et magasins, ce nouveau port l'est rebaptisé Maprine, du nom de l'ancien quartier Sainte-Marien. Coût total des travaux, 25 millions d'euros. Au micro de Cap l'Info, Willy Maillot, directeur de la régie du port Maprine. Avant, on avait un petit port. On avait un port avec des équipements vétustes. Et là, il était vraiment temps de pouvoir donner la grandeur qu'elle mérite et de pouvoir en faire un équipement majeur. Aujourd'hui, on voit effectivement le bout de ces travaux, avec d'importants travaux qui ont été réalisés sur le volet maritime pour augmenter la capacité d'accueil. On est quand même passé de 180 anneaux à plus de 330 anneaux aujourd'hui. Et on a un taux de remplissage de 80% au niveau du plan d'eau, ce qui montre le réel intérêt des plaisanciers et des pêcheurs professionnels pour venir dans ce nouveau port. On est heureux effectivement de pouvoir avoir enfin ces équipements à disposition et c'est important effectivement que la région ait pu intervenir au moitié de l'Europe sur ce volet. Sans cette aide, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile effectivement de concrétiser un tel projet qui vont contribuer au rayonnement du territoire nord. Parlons sport avec le monde du football féminin. Les joueuses de la FC Saint-Pauloise étaient au 7e tour de la Coupe de France et au stade olympique de Saint-Paul, elles se sont imposées 4-0 face aux Mahoraises de M-Sapéré. Elles remportent ainsi leur ticket de qualification pour le premier tour fédéral de la compétition en novembre prochain dans l'Hexagone. Reportage. C'est une première pour le football féminin réunionnais et les joueuses de la Saint-Pauloise font la fierté de toute la Réunion en obtenant leur ticket pour le 7e tour de la Coupe de France. Les filles de la Réunion sont capables de jouer
au foot, on a quand même un niveau et d'aller pour une fois affronter une équipe de la métropole. C'est une fierté de représenter cette discipline, donc c'est vraiment un honneur pour nous. Jamais auparavant, une finale interrégionale n'avait opposé La Réunion et Mayotte dans le cadre de la Coupe de France féminine. Et c'est en jouant à domicile au Stade Olympique que la Saint-Pauloise s'est imposée face au MSA Péré, 4-0. Un moment de grâce pour celle qui entraîne l'équipe au quotidien. Et on est très fiers d'être la première équipe de La Réunion, d'avoir gagné en régional. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ça quand j'étais joueuse, mais en tant que coach, voilà, c'est une victoire. Déjà, c'est une victoire et je suis très contente. Après cette finale interrégionale, direction l'Hexagone pour l'équipe. Plus que 2 mois de préparation, avant l'ultime rendez-vous tant attendu. Nous félicitons Azot bien fort pour cette victoire et nous comptons sur Azot pour mettre en l'air La Réunion pendant toute cette compétition. Ce samedi 20 et dimanche 21 septembre sont organisées les 42e Journées européennes du patrimoine, un événement qui permet de visiter gratuitement des musées et autres établissements à vocation culturelle dans plusieurs villes de l'île. Allons cause de ce patrimoine justement avec Éric Alandroit, chargé de mission patrimoine et culture à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la région promeut et mène des actions pour valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel réunionnais. Quels sont les moyens qu'elle met en place pour cela? Alors, elle met beaucoup de moyens. Il faut rappeler que le patrimoine, la culture, c'est une compétence qui relève de la loi. Voilà, tout est fléché dans un code du patrimoine. Donc, il ne fait pas comme ci, comme ça. Et la région a l'obligation sur la partie éducation. Donc, elle a le CAR, le Conservatoire de musique. Et elle en a aussi comme obligation sur l'inventaire, c'est-à-dire toutes les démarches qui permettent de mieux connaître le patrimoine dans son ensemble, que ce soit matériel ou immatériel. Alors justement, comme ça, il est, le matériel, nous connaît comme ça, il est, nous voit, mais alors le patrimoine immatériel, comme ça, il est vraiment. Alors, c'est tenté de dire que les deux, ils marchent avec. Seulement, l'histoire a fait que les gens, et peut-être une pensée dominante, un peu élitiste, là, surtout mettent l'accent sur la dimension matérielle. C'est-à-dire les gros monuments, les églises, les châteaux, les friches industrielles, enfin tout ce qui est très physique et qui appartient surtout aux possédants, aux dominants. Après, il a élargi un peu aux œuvres d'art, à différents éléments comme la photographie, etc. Et puis, petit doucement, l'est venue, depuis seulement 22 ans, une reconnaissance internationale de la dimension du patrimoine comme étant immatériel. Alors le mot, il peut des fois tromper à nous. Bon, c'est une notion juridique. C'est une notion à la fois juridique, en plus il sort de la langue anglaise, il passe dans le français. Mais très concrètement, c'est tous les savoir-faire. C'est ce qui est vivant, c'est ce que le monde y fait, et que ces autres, ils détiennent le savoir. Et non pas comme dans le patrimoine matériel, où très souvent c'est un expert qui a le savoir, un anthropologue ou un ethnologue. Là, il part des gens, de ce que les gens y font, ce qu'on appelle les détenteurs de savoir ou des communautés. Dans Maloya, c'est un patrimoine culturel immatériel. Mais il n'y est pas sans dimension matérielle, puisqu'il faut bien faire les instruments de musique. Et on peut trouver comme ça plein d'exemples où ça a un maillage. Mais ça dépend comment on veut regarder les choses. Alors justement, on l'a dit, nous constatons qu'il y a certains éléments de l'art de vivre réunionnais que les de plus en plus classés et inscrits au patrimoine matériel et immatériel. Alors, comment nous gagne cette distinction? Comme ça, il est en fait. Premier mouvement, je dirais, c'est que nous-mêmes, nous reconnaissons nos valeurs. Nous-mêmes, nous reconnaissons la dimension patrimoniale de notre pratique. Il ne faut pas oublier, si nous prenons l'exemple Maloya, qui est le plus reconnu, mais pendant de longues années, l'était mal vu. L'était même carrément, alors pas interdit, mais était confisque les instruments de musique, était persécuté des gens, l'était vraiment... C'était fait ça en Missouk. C'était fait dans le fait noir, voilà, mais il y dans le fait noir, en Missouk. Il était rattaché aussi à un parti politique que l'était mal vu, le Parti communiste. Donc on a cette situation-là sur pas mal d'éléments. On peut retrouver ça sur Baltamoul, on peut retrouver ça même sur des choses comme la 13 Vacquois, que nous regardons comme étant un peu misère, un truc un peu arriéré. Donc on a toute une période où les savoir-faire réunionnais n'est pas très bien cotés. Il y a aussi notre l'art culinaire, non? Il y a aussi notre rougail saucisse, notre carré poulet, etc. Les pas le bon manger, ou bien c'est juste la case, le cocochon dans le pois, gros Il paraît que le guêpe aussi, non? Le guêpe aussi, bon... Tout ça est d'abord mal vu, alors que c'est des créations, il fait preuve d'innovation, il fait preuve de résilience, de solidarité, de maillage. Et après, tout doucement,
les mentalités, ils changent parce que bon, le monde, il bouge. Alors, ne me pas avec quelle intention réelle, mais en tout cas, dans les faits, ils changent, ils bougent et ils donnent de la place à ces pratiques-là. Et donc, si vous voulez, sur le terrain du patrimoine culturel matériel, La Réunion, puisque nous sommes un peu champions, un peu comme l'équipe football féminine, là, nous sommes là, Python Cirque et Rempart, qui est le reconnu mondialement, donc par l'UNESCO, et ça, c'est dans le champ du patrimoine culturel, matériel et naturel. Donc, reconnaissance internationale. Où il faut faire un dossier. Généralement, c'est à peu près sur 10 ans, avec des experts qui visitent, qui regardent, qui critiquent, qui estiment, et il faut remplir à peu près 10 critères pour, à un moment donné, que les valider. Après, on a un autre champ, donc c'est une autre convention de l'UNESCO, plus récent, depuis 22 ans, c'est le patrimoine immatériel, et là aussi, La Réunion était dans le premier outre-mer et dans les premiers Français à être reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Là aussi, c'est un dossier ? Là aussi, c'est un dossier, alors moins long, encore que maintenant, il devient plus difficile, donc à peu près sur 10 ans aussi. Mais au départ, en 2008 et 2009, quand on l'a fait, il était un peu moins long. Mais malgré tout, c'est des dossiers très techniques, où ça, il faut expliquer. Il faut montrer justement la vitalité, que de monde les dents, que de monde y retrouve à dedans, ces autres identités. C'est une pratique actuelle. C'est une pratique actuelle que les vivantes. Et puis le patrimoine, c'est ce qui fait le commun. Tu vois, c'est pas juste comme ça. C'est là où les gens identifient les autres comme appartenant à un groupe, à une communauté. Parfois de petites communautés, sinon la totalité de la Réunion ou la totalité de la France ou autre, quoi, tu vois. Donc il y a cette dimension-là qui est vraiment important à mettre en avant quand on fait ce type de dossier. Et alors pour finir, c'est quoi les grands événements à venir programmés par la collectivité régionale ? Alors Naën, c'est au mois d'octobre, là-dessus... Nous donne rendez-vous ça ? Nous donne rendez-vous au Madois. Alors Madois n'est pas trop connu, donc midi c'est à Saint-Louis, sur le domaine de Maison Rouge. Ça l'est plus connu des gens. Donc Madois veut dire Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien. Donc nous aurons rendez-vous le 17 et le 18 octobre. Et pendant 2 jours, nous ça va justement valoriser tous ces patrimoines culturels vivants que a déjà eu une reconnaissance au niveau national. Eh bien, dis pas plus, nous invite les gens à venir. Nous remercions à vous en tout cas pour votre temps. Ben, en tout cas, nous serons contents d'accueillir les autres et de faire la fête ensemble en apprenant un peu plus sur nos patrimoines. Merci beaucoup, monsieur Alandroit. C'est moi qui remercie à vous. Nous rappelle que vous êtes au service patrimoine et culture de la région Réunion en tant que chargé de mission. Tout à fait. D'ailleurs, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité du Volcan, le musée Stella Matutina et le Madois vous concoctent des animations gratuites tout au long de ce week-end. Programmation sur le site muséeréunion.fr. Et chaque lundi, retrouvez votre émission Mazine Réunion à 13h10 sur Antenne Réunion qui vous propose de découvrir les projets régionaux qui façonnent notre île avec Aurélie Béton et ses invités. Cap l'Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau récap de l'actualité régionale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un agréable week-end et une très bonne semaine.